Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Manquez-vous de sommeil? Cette fonction vitale s'avère bien malmenée par nos rythmes de vie rapides, notre travail pressant, nos écrans si attirants, de mauvaises habitudes de vie ou des problèmes de santé qui nous empêchent de bien dormir. Plus qu'une simple fatigue, le manque de sommeil a des conséquences à plus long terme sur notre santé physique et psychologique, remarquent les scientifiques. Il nous fait manquer de vigilance et cause des accidents sur les routes et au travail. Il augmente aussi notre risque de développer du diabète, des maladies cardiovasculaires, de l'obésité ou des troubles de l'humeur. Une nouvelle campagne de santé publique destinée à sensibiliser les Québécois et les Canadiens à bien dormir, intitulée « Dormez là-dessus », a été lancée l'automne dernier. Pour nous aider à bien dormir, à mieux dormir, à plus dormir, en consacrant une place centrale au sommeil, tout comme l'activité physique et l'alimentation. Vous dormez peu, vous dormez mal ou au contraire parfaitement bien. À Je vote pour la science, nous parlons de manque de sommeil. Restez à l'écoute. Pour parler de l'importance du sommeil et de notre santé, je suis en compagnie de la professeure adjointe au département de psychopédagogie de psychologie du counseling de l'Université McGill, Marie-Hélène Penestri. Bonjour. Bonjour, vous êtes chercheuse régulière à l'hôpital en santé mentale à Rivière-des-Prairies aussi et votre programme de recherche porte principalement sur le développement du cycle veille-sommeil chez les nourrissons et les enfants en santé, mais également sur les populations vulnérables, c'est ça? Oui, exactement. Nous sommes en compagnie aussi de Sylvain Thomas, directeur de la Fondation Sommeil. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour à tous les deux. Le manque de sommeil tue et provoque même des catastrophes. Les commissions d'enquête liées à l'explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl ou l'accident de l'Exxon Valdez pointent du doigt le manque de vigilance lié à la fatigue. Plus proche de nous, manquer de sommeil nous nuit car il affecte notre santé physique et psychologique. Donc pour commencer, manquer de sommeil, cela entraîne quoi pour notre santé, professeur Penestri? En fait, manquer de sommeil entraîne énormément de conséquences négatives pour notre santé à court terme. Je pense qu'on a tous ressenti les effets d'une mauvaise nuit volontaire ou involontaire de sommeil. Donc, sur notre humeur, vous le mentionnez, la santé psychologique, mais également aussi à long terme. De plus en plus, on sait que manquer de sommeil nuit après nuit pour une longue période de temps, ça a aussi des conséquences à long terme sur notre santé qui sont pas négligeables. Non. Monsieur Thomas? Mais écoutez, Marie-Hélène vient de parler des aspects de santé. Moi, je vais rajouter des aspects économiques et de santé, pas de santé, mais de sécurité publique. Au niveau de l'économique, la perte de performance liée aux troubles du sommeil qui sont expérimentés par, tenez-vous bien, là, 20% de la population, fait en sorte qu'économiquement, là, c'est une catastrophe. Là. Ça fait en sorte que notre économie, elle est moins performante qu'elle devrait l'être. Et en plus de ça, par exemple, les réseaux routiers, toute personne là, qui souffre de troubles du sommeil, qui a des périodes là, de somnolence au volant, par exemple, deviennent des dangers publics là, sur notre réseau routier. Et à leur travail, la même chose. Quand ils travaillent sur des machineries qui sont dangereuses, ils se mettent à risque, ils peuvent mettre à risque la vie de leurs partenaires qui les entourent. Alors, ce n'est qu'un échantillon d'événements potentiels dramatiques qui peut arriver donc au niveau de la santé et de la sécurité. Oui, Monsieur Thomas, vous en rencontrez beaucoup des gens qui souffrent de sommeil à la Fondation. En fait, nous, on est un organisme qui vient en aide à des patients qui souffrent de troubles du sommeil, comme nous. Tous ceux qui collaborent ici à la Fondation Sommeil souffrent de troubles du sommeil. Alors, on est en relation d'aide au téléphone ou par courriel avec tous ces gens-là et on organise aussi des groupes d'aide, là, comme des réunions de cuisine ou des assemblées que l'on organise périodiquement, là, pas tous les mois, mais périodiquement au fil d'une année, pour présenter donc les tenants aboutissants donc de troubles du sommeil particuliers, que ce soit l'insomnie ou l'apnée ou prochainement, on va avoir une table qui va porter sur la narcolepsie, par exemple. Oui. Combien faut-il dormir pour bien dormir? C'est une excellente question. Chez un adulte, on parle en moyenne d'environ 7 à 9 heures. Bien sûr, il y a des différences individuelles. Tout le monde n'a pas besoin nécessairement du même nombre d'heures
pour dormir. Par contre, je vous dirais que si vous connaissez 15 personnes qui prétendent avoir besoin seulement de 5 heures pour dormir, statistiquement, ça se peut pas. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent avoir besoin de moins de sommeil. C'est une très, très faible proportion de la population. Oui, Monsieur Thomas, vous dormez comment, vous? Vous voulez dire en nombre d'heures ou les deux? Je dors sur l'épaule gauche. Non, j'ai quand même, bien que je souffre d'un trouble du sommeil, je réussis quand même à avoir une nuit de sommeil intéressante d'environ 7 heures. Cependant, je souffre d'un trouble du sommeil qu'on appelle le bruxisme, c'est le frottement de mes dents. Donc, je j'use prématurément mes dents et occasionnellement, ça me tient réveillé durant la nuit, mais c'est pas un problème qui est très criant. Mais c'est quand même répertorié dans le répertoire des troubles du sommeil, qui répertorie plus d'une centaine de troubles. C'est quand même répertorié dans ce répertoire-là comme étant un trouble important du sommeil. Oui. Certains mythes, par contre, circulent comme dormir avant minuit, qu'on double, à moins que ça soit fondé. Je ne sais pas, vous allez me dire, professeur Pedestri, peut-être c'est fondé ou il y a un autre mythe qui s'est imposé. Je n'ai pas besoin de dormir pour bien fonctionner. Donc, notre perception du sommeil et son importance influencent la manière dont nous allons dormir aussi, hein? Oui, donc je ne sais pas quel aspect vous voulez aborder en premier. Peut-être ce mythe-là par rapport aux heures avant minuit auxquelles vous faisiez référence. Eh bien, effectivement, c'est un mythe. L'important, en fait, c'est de dormir au moment où c'est le plus idéal pour nous. Et ça varie d'une personne à l'autre, hein. Vous connaissez certainement des lève-tôt, hein, qui préfèrent se coucher tôt, se lever tôt, versus des gens qu'on appelle parfois les oiseaux de nuit, qui vont préférer se coucher tard, se lever tard. Donc, l'idéal, quand on le peut, c'est pas toujours possible, c'est de s'adapter à notre propre cycle de sommeil. Par contre, c'est vrai qu'au cours de la nuit, il y a différents stades de sommeil, hein. Au début de la nuit, on a un sommeil qui est d'abord léger, ensuite un sommeil plus profond et par la suite, le sommeil paradoxal qui est associé au rêve. Et ce sommeil profond-là, on l'a souvent au début de la nuit. Et donc, probablement que ce mythe provient du fait que les premières heures passées endormies là, sont d'un sommeil plus profond. Oui. Comment vient le second mythe? Je ne sais pas si c'est un mythe aussi, là, que certaines personnes n'ont pas besoin de sommeil, presque pas, pour bien fonctionner. Bien, c'est un fait qu'il y a une variabilité entre les individus, hein. Certains individus vont bien fonctionner avec 6h30 de sommeil, mais comme on le mentionnait plus tôt, c'est relativement rare. Donc, il faut être attentif à notre état le jour, hein, est-ce qu'on fonctionne bien? Mais on sait aussi que les gens qui se privent de sommeil nuit après nuit, parfois n'ont pas tant l'impression de manquer de sommeil, mais lorsqu'on leur fait faire certaines épreuves, on voit que leur concentration ou d'autres indices là, de performance se dégradent avec le temps. On diminue. Il y a une nouvelle campagne de santé publique, donc Dormez là-dessus, qui a démarré à l'automne. Il y a peu eu de campagne de santé publique qui visait le sommeil. Pourquoi? Monsieur Thomas, d'abord, peut-être? Pourquoi on parle peu? Le sommeil souffre de ce problème que ça manque de crédibilité. Je m'explique. Vous savez, on va prendre l'exemple de la Société canadienne du cancer. Quand ils font des campagnes depuis le nombre d'années qu'ils existent, et puis la notoriété que cette maladie a, et une triste notoriété malheureusement, les gens qui en sont affligés souffrent énormément. Quand il y a des activités autour de cette maladie, mais le public porte attention. Alors que nous, quand on veut vraiment solliciter le même genre d'attention et le même genre d'engouement, on parle donc des troubles du sommeil. Dès que le mot sommeil ressort, on dirait que les gens ils se disent sommeil, mon Dieu, mais quel problème qu'il y a avec le sommeil? On se couche, on dort, puis il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on souffre au départ je vous dirais, pas un certain négativisme, là, mais d'une certaine réaction qui est indifférente au fait que un trouble du sommeil, ça peut être sérieux. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que il y a plusieurs spécialités qui doivent venir contribuer au règlement des problèmes ou des troubles du sommeil. Je vous explique. Il peut s'agir de psychologues, de psychiatres, il peut s'agir de neurologues qui doivent
venir à contribution. Il peut s'agir de pneumologues, d'inhalothérapeutes. Donc, toute une panoplie de spécialistes qui doivent venir à contribuer pour aider la situation d'un individu particulier. Alors, on n'en est pas là au Québec, loin de là. Il n'y a pas de département de sciences de la médecine ou de médecine, pas de sciences de la médecine, qu'est-ce que je dis là, de médecine du sommeil. Ça n'existe pas encore par ici. En France, il y a des départements où ça existe. Aux États-Unis aussi, il y a comme la clinique Mayo aux États-Unis qui est très connue. Ils ont un département de médecine du sommeil. Mais ici au Canada, on en est loin. Alors, ça fait en sorte que quand on veut lancer des campagnes d'information auprès du public, la seule qui réussit présentement à atteindre l'objectif d'informer, mais c'est bel et bien, vous l'avez dit, hein, c'est Sleep On It, dormez là-dessus. Il y en a une autre campagne qui va être lancée, c'est celle de la journée mondiale du sommeil. Ça va être une journée spécifique là, au mois de mars prochain. Mais au-delà de ça, on a de beau essayer de faire des événements de mobilisation et d'information du grand public. C'est bien difficile à atteindre les gens, à moins de créer des petits groupes spécifiques sur des problématiques spécifiques. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Benessri, comment on explique alors comment vous expliquez, vous? Je suis plutôt d'accord avec monsieur. En fait, je pense que malheureusement, si on est même attentif aux discours qu'on entend autour de nous, il y a même quelque chose de presque bien vu, malheureusement. Hein. Les gens vont se vanter entre eux. Hey, moi, j'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin, j'ai pas dormi, j'ai été efficace, j'ai réussi à terminer tout mon travail cette nuit. Alors que pourtant, les gens portent beaucoup d'attention à leur alimentation, à leur exercice physique. Personne ne se vanterait de ne jamais bouger, de mal manger. C'est aussi absurde de se vanter de manquer de sommeil, mais c'est quelque chose qui est bien installé, malheureusement, entre les gens. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup et je pense qu'on a tout un travail à faire pour rappeler aux gens que c'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, une question de santé, mais comme monsieur disait également, au niveau économique et de la sécurité publique. Oui, donc parlons de cette nouvelle campagne là-dessus. Cette nouvelle campagne vise à diffuser 2 messages, que le sommeil est essentiel à la santé physique, émotionnelle et cognitive, pour rester en santé donc c'est important, et qu'il existe des solutions pour de nombreux troubles de sommeil. Oui, donc je pense que le premier aspect est très important, celui de sensibiliser comme on le fait aujourd'hui, expliquer aux gens que c'est un très mauvais calcul de se priver de sommeil nuit après nuit. Et également, sur le site web là, dont vous venez de parler, il y a également la description de plusieurs troubles du sommeil. Donc, c'est important que les gens sachent que s'ils dorment suffisamment et que malgré leurs 8 heures de sommeil, ils se sentent toujours pas reposés, frais, dispo le lendemain matin, ben c'est possible qu'ils aient un trouble de sommeil. Et donc, oui, il y a des ressources et c'est important de consulter. Donc, le site web regroupe beaucoup d'informations et de ressources également. Oui, Monsieur Thomas, qu'est-ce qu'il existe comme troubles? Vous disiez tout à l'heure 100 de troubles du sommeil. Est-ce qu'il y en a qui sont plus fréquents? Je suppose que oui. Bien sûr qu'il y a une échelle ou une certaine gradation où les statisticiens vous parleraient d'une échelle Pareto, c'est-à-dire qu'ils classent souvent l'ordre des troubles les plus fréquents. Ça existe. Alors, les plus qu'on rencontre le plus souvent, c'est bien évidemment l'insomnie. Ensuite de ça, il y a l'apnée du sommeil, par exemple, qui revient là, très, très souvent. Puis, ça continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait rencontré à peu près 100 de ces troubles-là. Mais les 2 troubles les plus prévalents, ce sont effectivement l'insomnie et puis l'apnée. Je voudrais bien vous en nommer 2-3 autres, mais je voudrais pas me tromper d'ordre de grandeur. Là. Alors, c'est pour ça que j'hésite d'en passer d'autres. Là. Mais il y en a des très importants aussi qui suivent. Je pourrais vous mentionner la narcolepsie, il semble aussi qu'il devient de plus en plus important, et les troubles des jambes tremblantes aussi. Syndrome des jambes tremblantes, là, on rencontre ça beaucoup chez les femmes, puis de plus en plus chez les hommes aussi. Le nombre d'appels et de courriels qu'on reçoit concernant ce trouble-là, il semble apparaître de plus en plus aussi là, comme étant très fréquent là, qu'on rencontre, au moins au Québec en tout cas. Oui, c'est quoi ce trouble-là de jambes tremblantes? Il
Il y en a qui disent que ça s'apparente au Parkinson. C'est-à-dire, vous savez, à un moment donné, ça devient incontrôlable. Là, chez les gens qui souffrent de Parkinson, le Parkinson, ils tremblent au niveau du haut de leur corps. Mais à la différence, au niveau du syndrome des jambes tremblantes, c'est ça, le bas du corps. C'est-à-dire, ce sont les jambes qui sont affligées par la même forme de tremblement. Ça n'a rien à voir avec le Parkinson. Parkinson, en tout cas, ça n'a pas été démontré. Il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus. On se fait beaucoup poser de questions là-dessus. Ça s'apparente au Parkinson. Nulle part, j'ai lu ou entendu que le lien avait été fait, mais il y a quand même des recherches qui se font là-dessus. Professeur Benestri, ça. En fait, les gens qui sont atteints de ce syndrome-là, le syndrome des jambes sans repos, vont vraiment avoir des sensations désagréables dans les jambes et particulièrement le soir. Donc, une façon de savoir si c'est vraiment ça, les symptômes sont vraiment plus présents le soir et au repos. Donc, typiquement, quand on regarde la télé tranquillement assis le soir. Et ces sensations-là vont être chassées lorsqu'on bouge un peu les jambes, on se lève pour marcher, mais dès qu'on revient au repos, les sensations reviennent. Donc, évidemment, c'est le moment où on s'endort habituellement le soir. Donc, avoir ces sensations désagréables, parfois de la douleur, bien sûr que ça nuit au processus d'endormissement. Oui, tout à fait. Exactement. Du côté du monde du travail, vous l'avez souligné, Monsieur Thomas, il existe les travailleurs de nuit qui ont beaucoup de mal à bien dormir. Est-ce qu'il y a des réglementations pour faciliter le sommeil chez cette catégorie-là? Je dirais pas des réglementations, mais des accommodements. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes une entreprise manufacturière, l'opération fonctionne 24 heures sur 24, et puis il y a 3 quarts de travail. Bien souvent, ces entreprises vont accommoder les gens qui travaillent sur le quart de nuit, le chiffre de nuit, comme on dit communément. Et puis, ce qu'ils vont faire, les entreprises, pour accommoder ces gens-là qui sont sur ce quart, ils vont leur permettre de jouir de moins d'heures de travail pour une compensation plus élevée horaire. C'est-à-dire que si, par exemple, le salaire minimum est 12 $, ils vont leur offrir une rémunération de 14 $ l'heure pour moins d'heures aussi de travail, qui fait en sorte qu'ils vont obtenir la même rémunération que leurs compagnons de travail qui, eux, sont de jour ou de soirée, mais à l'intérieur d'une plus courte période. Donc, ce genre d'accommodement-là qui leur est fait. Alors, ils travaillent moins longtemps pour obtenir le même genre de compensation. Mais travailler de nuit, ça gêne le sommeil à long terme ou à moyen terme? Bien sûr que ça bouleverse le cycle circadien. Je ne devrais pas appeler ça l'horloge biologique, l'horloge du sommeil, disons. Ça bouleverse ça, évidemment, surtout quand ils sont en rotation. Si on fait sa carrière à travailler de nuit, on trouve les gens finissent par développer des trucs, des habitudes qui font en sorte qu'ils fonctionnent. Mais le plus difficile, ce sont les personnes qui sont en rotation, c'est-à-dire qu'ils vont faire 2 semaines de nuit, 2 semaines de jour, 2 semaines de soirée, puis on recommence. Ça, c'est très, 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 très difficile de s'adapter à ça. Heureusement, il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus. Puis à Montréal, il y a une dame, docteur Dumont, je pense, qui a développé donc un outil qui est disponible sur le web, pour aider ces personnes à bien gérer leur horaire de sommeil. Et puis c'est pas obligé d'être un horaire qui suit tout de suite une journée de travail. Ça peut être plus tard dans la journée qu'on aille chercher notre sommeil, puis ça peut être décousu si on peut faire un bloc de 3 heures puis un autre bloc de 4 heures. Mais en autant qu'en bout de ligne, on ait atteint un certain nombre d'heures de sommeil ou de cycle du sommeil, c'est ça qui est important et c'est ça que l'application que cette personne a développée met à disposition des gens. Et puis, c'est gratuit en passant là. Malheureusement, je n'ai pas le référence sous la main, mais ça se trouve très facilement. Une dernière question pour vous, Monsieur Thomas. Après, je vais vous laisser aller. J'aimerais vous entendre sur les politiques. À la Fondation Sommeil, est-ce que vous militez pour certaines choses? Bien sûr que je mentionnais plus tôt dans notre vue que nous, on est en relation d'aide avec les patients qui souffrent de troubles de sommeil comme nous. Ici, nous sommes des patients aussi qui souffrent de troubles du sommeil, mais c'est pas la seule objet de notre action. Un des objets de notre action, c'est d'interagir aussi avec les chercheurs de partout au Québec pour faire la valorisation, c'est-à-dire qu'on amène les patients à les diriger vers les bons protocoles de recherche considérant leur état, puis qui viennent alimenter donc ces chercheurs-là pour faire avancer la science, on peut dire. L'autre chose aussi, on agit à titre de groupe comme un groupe de
lobbyistes, excusez-moi l'anglicisme, le nom français m'échappe, mais on agit auprès du gouvernement pour les informer que, regardez, ça n'a pas de bon sens, que par exemple, le problème d'apnée, c'est un problème grandissant dans la population québécoise puis canadienne, et pourtant, il n'y a aucune subvention, il n'y a aucun équipement qui sont remboursés par nos gouvernements actuellement. Et ce sont des équipements qui coûtent énormément cher. Un appareil coûte plus de 2000 $, tout équipé. Et je vous dirais que c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde d'être assuré. Et s'ils sont pas assurés, c'est pas donné à tout le monde d'avoir les moyens de se procurer un tel appareil. Vous n'avez pas idée du nombre d'appels qu'on reçoit ici pour nous demander de l'aide pour obtenir un appareil usagé ou neuf, et puis qu'on est obligé de décliner. C'est-à-dire qu'on leur dit, écoutez, malheureusement, on est une fondation, mais on n'est pas là en relation d'aide pour fournir des appareils ou subventionner des appareils. Ça manque de façon criante. Alors, si vous me dites qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau gouvernemental, c'est d'ouvrir les valves un peu plus pour venir en aide à la population qui a un besoin criant d'équipements médicaux comme ça et de soins aussi. Parce que les soins thérapeutiques comme ceux des inhalothérapeutes sont considérables, mais ça aussi, il faut payer directement les inhalos. Ils ne sont pas couverts par l'assurance. En tout cas, pour certains soins, en tout cas, là, ils ne sont pas couverts par l'assurance maladie du Québec. Alors, on agit de ce côté-là, on applique des pressions, comme d'autres groupes d'influence, là, où vous avez d'intérêt, comme l'Association pulmonaire du Québec, qui a certains succès en ce moment. Ils ont réussi à avoir un comédien comme Anthony Cavana, qui a fait une campagne là, pour déposer une motion de voix d'intérêt qui va être étudiée à Québec pour, justement, faire en sorte que les apnéens puissent bénéficier d'appareils gratuits fournis par le gouvernement. Alors, c'est un bon coup. On n'en est pas encore au point où ça va être remboursé, mais on s'en va dans cette direction-là. Alors, je leur lève mon chapeau et on va appuyer cette démarche-là définitivement. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Thomas. D'accord, ça m'a fait plaisir. Merci. Professeur Penestri, j'aimerais vous entendre sur notre mode de vie et peut-être les écrans, qui est notre mode de vie qui va nous mener à nous priver de sommeil, particulièrement chez les adolescents et les jeunes qui pitonnent très tard la nuit. Oui, donc effectivement, je pense que ça, c'est un message qui commence à rejoindre la population. Effectivement, les écrans, on essaie de les éviter au moins 1 heure à peu près avant le coucher pour la lumière bleue, dont on entend beaucoup parler, mais pas seulement pour la lumière, également parce que c'est rare qu'on fait des activités qui nous ennuient. Normalement, on fait des activités qui nous stimulent. Et donc, tranquillement, on fait bien la routine du dodo avec les petits. Mais nous, on imagine parfois qu'on peut être sur notre écran, travailler et soudainement aller se coucher et s'endormir tout de suite. Donc, c'est important de se rappeler qu'on peut avoir une certaine routine, les adultes aussi. Oui. Vous me parliez des adolescents. C'est un message qui est important, je pense, de comprendre. Effectivement, les adolescents passent beaucoup de temps sur leurs écrans. Puis, comme parents, on a vraiment un effort à faire pour leur expliquer. Ils comprennent bien, les adolescents, quand on leur explique. Par contre, c'est pas vrai que le problème, c'est seulement les écrans avec les adolescents. Et ça, c'est un message de santé publique qui est très important et qui a du mal à passer, je pense. Quand on pense à un adolescent, on l'imagine souvent devant son écran toute la nuit, paresseux le matin, qui n'arrive pas à se réveiller. Il faut comprendre qu'il y a des changements physiologiques qui arrivent chez les adolescents. Et on parlait tout à l'heure des rythmes biologiques et du rythme circadien. Donc, on a notre préférence pour le moment où on s'endort et où on se réveille. Et quand on est adolescent, donc chez l'adolescent en santé qui n'a pas de trouble de sommeil, son cycle va se décaler un petit peu. Donc, il va avoir tendance à s'endormir plus tard et à se réveiller plus tard. Et ce, peu importe les écrans. C'est vraiment un changement qui est physiologique. Maintenant, on peut l'aider un petit peu, mais il y a vraiment un changement qui s'opère biologiquement dans l'adolescent. Et donc, c'est important de comprendre que lorsqu'on parle du début des cours des écoles secondaires, c'est vraiment un enjeu important. Il y a énormément d'études qui ont montré que de repousser un petit peu le début de l'heure des cours un peu plus tard a des impacts sur le sommeil, mais également des impacts positifs sur l'humeur et la réussite. Il y a eu des expériences aux États-Unis. Est-ce qu'il y a eu des expériences au Québec aussi pour essayer de faire partir les cours, justement, de démarrer les cours un peu plus tard? Mais ce qu'on sait, c'est que même une différence de 10 minutes, de 15 minutes peut avoir un impact positif. C'est sûr que parfois, il y a des éléments concrets à considérer, le transport scolaire. Bon, c'est tout un casse-tête, mais ça vaut la peine de se poser ces questions-là pour nos adolescents et de défaire les mythes. Je trouve ça toujours malheureux de voir que lorsqu'ils
parce qu'il y a un article scientifique qui explique cette réalité-là, de voir les commentaires, malheureusement, des gens qui commentent et qui réfèrent à la paresse ou aux écrans. Donc, effectivement, mais il y a également un aspect physiologique qu'il faut considérer. Oui, les commentaires des parents, finalement, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'études scientifiques ces dernières années. Qu'est-ce qu'on sait sur le sommeil? Comment favoriser un bon sommeil chez les enfants et les adultes, si on passe un petit peu en mode solution, là? Donc, je pense que l'élément le plus important, c'est de l'investir, son sommeil. C'est-à-dire? Et de ne pas le voir comme quelque chose de désagréable ou qui nous empêche d'être productif ou comme une perte de temps. Peut-être on peut avoir tendance à le considérer comme ça. Donc, lui faire sa place, premièrement, par l'éducation, comprendre que c'est important. Ensuite, on entend l'expression l'hygiène de sommeil. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est d'essayer de faire en sorte que ce soit un comportement qui est intégré dans notre routine. Donc, on essaie de se coucher tous les soirs le plus possible à la même heure. La fin de semaine aussi. De ne pas se réveiller trop tard la fin de semaine parce que qu'est-ce qui arrive quand on se lève très tard le dimanche matin? Bien, le dimanche soir, on risque de moins bien s'endormir et là, on va être inquiet. Donc, une mauvaise nuit de sommeil, de temps en temps, ça se peut. Puis, je voudrais aussi peut-être apaiser certaines craintes. Parfois, les gens ont une mauvaise nuit de sommeil et se mettent à s'inquiéter tout de suite. C'est normal, on va la récupérer la nuit suivante. En fait, l'erreur qu'on fait parfois, c'est de mettre en place toutes sortes de solutions de rechange suite à une mauvaise nuit. Donc, prendre beaucoup de café, faire une sieste, se lever beaucoup plus tard. Et donc, souvent, c'est ces solutions-là qui vont faire en sorte qu'il y a une insomnie plus chronique qui s'installe. On parle souvent des nourrissons et de leur sommeil en disant « Oh, ils font bien leur nuit » et tout ça. Vous vous intéressez particulièrement aux nouveau-nés. Comment ils dorment, les nouveau-nés? Est-ce que le fait de démarrer sa vie avec un bon sommeil, est-ce que c'est garant pour la suite ou pas du tout? En fait, effectivement, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et donc, je voudrais bien qu'on m'entende correctement. Je pense que le sommeil est excessivement important pour tout le monde et les bébés aussi. Par contre, il faut comprendre que le nourrisson, son cycle de sommeil est complètement différent. Il va dormir pour des périodes de 2-3 heures, fragmentées, le jour et la nuit. Donc, très différent de notre cycle. Et dans notre société où on veut tout réussir très rapidement, malheureusement, je rencontre beaucoup dans ma pratique de parents qui sont très inquiets et très découragés. Et donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que oui, tranquillement, le nourrisson va être capable de dormir pour des périodes de temps plus consolidées, mais il y a énormément de différences d'un nourrisson à l'autre, d'un bébé à l'autre, et donc peut-être éviter de poser comparer. Toujours, de comparer et d'aborder la nouvelle maman en lui demandant, et puis est-ce que ton bébé fait ses nuits? Parce que quand on y pense, c'est souvent la première question qu'on pose aux nouveaux parents. Oui, et puis quand on est tout petit, faire sa nuit, ça peut être 5 heures, et pour la maman, c'est déjà bien parce qu'on peut récupérer avec 5 heures de sommeil. Tout à fait. Donc, on se compare beaucoup et vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce que ça veut dire faire ses nuits? Donc, la maman qui demande à une autre, est-ce que ton bébé fait ses nuits? Ben, peut-être elle n'a même pas la même définition en tête que l'autre qui lui répond. Entendu. Ben, je vous remercie beaucoup. Vous l'avez entendu en compagnie de Marie-Hélène Penestri, qui est professeure adjointe au département de psychopédagogie et psychologie du counseling de l'Université McGill. On était en compagnie aussi de Sylvain Thomas, directeur de la Fondation Sommeil. Merci à tous les deux. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission? Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et toujours, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume.